Ce matin, pour l'inviter, nous recevons Farid Koné, entrepreneur, fondateur et directeur général de Cristal Solutions, une entreprise burkinabèse spécialisée dans les achats en ligne et le sourcing international entre l'Afrique et l'Asie. Avec son concours, nous allons aborder la question des achats en ligne et des techniques de gestion efficace de ceux-ci par les consommateurs. C'est parti pour l'inviter. Farid Koné, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Sur les réseaux sociaux, l'on vous surnomme Farid e-commerce. D'où vient ce sobriquet? Bonjour et merci de me recevoir ce matin. Et pourquoi Farid e-commerce? C'est parce que lorsque j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale ici au Burkina, j'ai décidé de me spécialiser dans le commerce en ligne, dans la vente en ligne que je faisais déjà à l'extérieur. Donc quand j'ai créé mes pages sur les réseaux sociaux, j'ai pris Farid e-commerce pour que ce soit clair et c'est resté. Okay. Alors, le concept d'achat en ligne, qu'est-ce que c'est? Alors, les achats en ligne, c'est tout simplement l'achat de produits ou de services à travers les canaux numériques. Et je peux dire que c'est quelque chose ça a commencé il y a environ 35 ans, dans les années 90 déjà à l'international, avec l'apparition de l'Internet, les ordinateurs et tout ça. Mais ici, au Burkina et en Afrique de manière générale, c'est plutôt dans les années 2010 avec l'apparition des smartphones, de l'Internet mobile, des paiements mobiles que ça a vraiment explosé. Du coup, en Afrique, on peut dire que c'est vraiment récent. Oui, par rapport au reste du monde, c'est quand même récent. D'accord. Après, maintenant, cette définition de ce concept, qu'est-ce qui constitue le contenu de ce concept? Qu'est-ce que cela englobe? Alors, pour les achats en ligne, on peut dire qu'on peut diviser de plusieurs façons. Déjà par le type de vendeur. Donc, vous avez des marketplaces, c'est-à-dire des marchés en ligne. Vous avez le grand marché ici où on peut aller trouver plusieurs vendeurs, il y a plusieurs clients, il y a le même concept en ligne. Et à l'international, vous avez des plateformes comme Alibaba, qui est quand même populaire, même si c'est pour du B2B. Vous avez Amazon aussi qui est là. Un peu plus proche dans la sous-région, vous avez Jumia, qui se trouve en Côte d'Ivoire, Nigeria, dans certains pays quand même plus avancés dans tout ce qui est commerce en ligne. Ici, on n'a pas vraiment de plateforme établie, mais vous avez ça comme marketplace. Vous avez des vendeurs individuels aussi qui vont vendre, par exemple, sur les réseaux sociaux. Dans notre pays, la majorité des gens, c'est un peu ça. On vend sur Facebook, on vend sur TikTok. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est une manière de diviser. Vous avez aussi la possibilité de diviser selon le type de produit qu'on achète. Donc, vous avez des produits physiques. Donc, vous avez des téléphones, vous avez des télés, des vêtements qu'on peut acheter en ligne. Vous avez aussi des produits numériques. Donc, vous pouvez acheter des formations. Vous pouvez les suivre en ligne. Vous pouvez acheter des abonnements, peut-être Netflix, pour regarder la télé en ligne. Et aussi, vous avez la possibilité d'acheter des services. Donc, si vous payez par exemple un billet d'avion, c'est possible aujourd'hui à partir du Burkina et de plusieurs pays dans le monde, ou une réservation d'hôtel. Donc, ça aussi, c'est une autre manière de diviser. Okay. Voilà. Aujourd'hui, à vous écouter, on peut tout acheter en ligne? Bon, techniquement, on peut presque tout acheter en ligne, si on met de côté tout ce qui est réglementation, parce qu'il y a des produits qu'il ne faudrait pas acheter en ligne, mais aussi selon la valeur des articles que vous voulez acheter, ça peut être bon de faire certaines vérifications, de voir l'article physiquement. Si par exemple, je prends un cas extrême, vous voulez acheter un terrain ou bien une maison, vous n'allez pas juste vous baser sur les images que vous allez voir pour faire la transaction. Il faut aller voir physiquement, ou peut-être des engins, des véhicules. Donc techniquement, c'est possible, mais il y a quand même des mesures à prendre pour éviter des arnaques. Lorsque l'on veut effectuer un achat en ligne, quel est le processus qu'on doit suivre? Parce que n'oublions pas, il y a le risque d'arnaque sur les réseaux. Exactement. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Alors je vais peut-être très simplifier parce que ça dépend du type de produit et tout ça. Mais de manière générale, selon la valeur du produit, plus la valeur est importante et plus vous devez prendre des mesures. Donc si je prends le cas par exemple d'un véhicule même que vous devez acheter, j'ai déjà dit ça, vous devez aller idéalement voir. Mais ce qu'il faut évaluer de manière générale, c'est la crédibilité du vendeur
et aussi le produit. Donc pour évaluer le vendeur, idéalement vous allez vous baser sur les transactions précédentes. Par exemple avec les marketplaces ou même si c'est sur les réseaux sociaux, les gens ils laissent beaucoup d'avis, ils vont laisser des commentaires et tout. Vous pouvez vous baser sur ces informations que vous allez voir des expériences précédentes des autres, ceux qui ont déjà fait des transactions, pour vous fier à la crédibilité du vendeur. Au-delà de ça, vous pouvez aussi vous assurer d'utiliser des méthodes de paiement qui sont plus sûres. Aujourd'hui, avec le digital, il y a les crypto-monnaies par exemple. Bon, il y a ces méthodes de paiement là qui sont plus risquées, mais quand on est au niveau local, les Orange Money ou bien même des paiements par carte, il faut s'assurer que vous êtes en train de faire la transaction sur une plateforme qui est sécurisée, voilà, qui va laisser des traces. Donc ne partez pas mettre vos informations de carte de crédit sur n'importe quel site que vous voyez par exemple en ligne. Et puis bon, finalement, si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez passer par des structures qui sont spécialisées dans les achats en ligne, et parce qu'avec elle quand même vous êtes rassuré, peut-être que la structure est là, vous partez la voir et c'est elle qui va faire la transaction pour vous. Ok, parlant maintenant de techniques de gestion des achats en ligne, quelles sont les techniques que vous pouvez énumérer qui peuvent permettre aux usagers de pouvoir gérer leurs achats en ligne? Alors je dirais premièrement, il faut savoir ce qu'on veut acheter. C'est comme aujourd'hui, on ne part pas au marché comme ça et dit aujourd'hui je veux dépenser de l'argent, je ne sais pas ce que je veux. Donc il faut vraiment se préparer, réfléchir à ce qu'on veut acheter, et lorsque vous contactez les vendeurs, vous vous assurez de dire clairement dans le détail ce que vous voulez. Parce que quand c'est en face à face, il y a beaucoup de non-dits, on se comprend plus facilement, on voit la chose et tout. Mais quand c'est en ligne, c'est différent. Donc il faut s'assurer de savoir, de bien définir ce qu'on veut pour qu'on puisse communiquer ça. Peut-être même partager avec des images, aussi des vidéos. Et au-delà de ça, lorsque vous trouvez justement le vendeur avec qui vous voulez acheter, il faut s'assurer, comme je disais tout à l'heure, d'évaluer la fiabilité, voilà, du vendeur. Et une fois que vous faites la transaction, vous faites le paiement, peut-être que vous allez devoir faire des inspections si c'est vraiment une machine à l'international, disons. Voilà, parce que j'ai oublié de mentionner ça, il y a des achats locaux, il y a des achats internationaux. C'est pas tout qu'on achète depuis la Chine. Souvent vous achetez, c'est juste local. Mais si c'est à l'international, peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller, mais vous pouvez quand même contacter une compagnie qui peut aller inspecter pour vous rassurer. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes rassuré que la marchandise elle est bonne. Au niveau de la transaction aussi, pour le paiement, j'ai parlé de ça tout à l'heure, les moyens de paiement à sécuriser, c'est la carte de crédit, c'est le virement, si c'est à l'international. Si c'est local, bon, vous pouvez demander de payer à la livraison, si c'est un petit article. Et puis finalement, si c'est vraiment de l'international, vous pouvez demander aussi des numéros de suivi, voilà, pour suivre votre commande, puis vous assurer que vraiment c'est en train de se déplacer et ça va venir vous trouver. D'accord. Ouais. Vous avez parlé tantôt de fiabilité du vendeur. Comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'un vendeur est fiable? Parce que vous êtes peut-être au Burkina Faso, il est peut-être à Bobo Dioulasso, ou alors il se retrouve au Ghana. Comment est-ce que vous faites pour être sûr que c'est véritablement un vendeur? Ouais. Alors je vais prendre le cas de la plateforme sur laquelle je forme beaucoup de gens, Alibaba, pour faire les achats de la Chine, mais c'est le même concept. Voilà. Mais par exemple, si vous voulez faire des achats sur la plateforme Alibaba, vous devez vous rassurer que le fournisseur est là depuis quelques années quand même. C'est pas un nouveau fournisseur. Voilà. Donc il y a le nombre d'années d'existence de la compagnie qui compte. Vous avez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les évaluations des clients précédents. Donc c'est une plateforme comme Alibaba, on va vous donner les évaluations sur 5. Par exemple, un vendeur qui a 4.8 sur 5 sur 600 commandes par exemple, il est quand même assez fiable. Beaucoup de gens ont déjà acheté, ils sont rassurés. Et par la suite, ça va être de justement communiquer efficacement ce que vous voulez avec ce vendeur. Donc vous pouvez parler, vous discuter, vous voyez les images, les vidéos de la compagnie du vendeur, et ça rassure. Donc c'est à peu près la même chose que vous devez faire même quand vous avez un vendeur qui est local ou bien un vendeur qui est au Ghana, comme vous avez dit. Si c'est quelqu'un que vous avez trouvé sur Facebook et sa page, par exemple, vous regardez, ça a été créé il y a 3 mois, bon, il a juste quelques publications, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'évaluation des autres, c'est difficile.
vous ne pouvez pas vous fier à 100% à ce vendeur, parce que peut-être c'est un arnaqueur qui a créé sa page, il a pris des images vidéos sur d'autres pages, il commence à publier. Vous appâtez. Voilà, c'est très beau les articles que vous voyez, c'est très moins cher. Vous dites, au Ghana, là, tout est moins cher par rapport au Burkina. Vous le lancez et il vous dit, peut-être faites Western Union pour envoyer l'argent. Bon, une fois que vous faites le Western Union, il part récupérer, il disparaît. Donc, vous devez essayer d'avoir ce genre d'informations. Et encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir ces informations à cause de la plateforme, essayez de trouver une autre plateforme, un autre vendeur, ou passer encore par une structure spécialisée qui pourrait faire ces vérifications de par des contacts sur place là-bas ou autre. Effectivement, parlant de ça, c'est important d'avoir des structures spécialisées. Est-ce que nous en avons ici au Burkina? Des structures spécialisées vers lesquelles les usagers peuvent aller pour pouvoir avoir les informations nécessaires sur la fiabilité des vendeurs? Exact. Donc, vous avez quand même plusieurs structures. Crystal Solutions, ma compagnie, c'est une des structures. Beaucoup de gens passent par nous déjà pour faire des transactions sur la Chine, sur Dubaï, sur le Canada, vraiment partout dans le monde. Ce que vous avez besoin de trouver, on va vous accompagner pour ça. Et nous, on s'assure de travailler avec des partenaires fiables pour faire ces évaluations. Et souvent, nous-mêmes sur place, parce que moi, je voyage beaucoup. Donc, pour certaines transactions, moi-même, je vais être sur place, justement, pour rencontrer les fournisseurs. Sinon, il y a d'autres structures, évidemment, nous ne sommes pas à les seuls, mais je pense qu'on fait du bon boulot et puis on est recommandé quand même. Okay. Maintenant, sur le plan national, sur le territoire national, oui. Est-ce que nous avons aussi des structures qui, en interne, font ce que vous faites, par exemple? Oui. Y a-t-il des structures en interne? Je ne sais pas, peut-être dans la ville de Bobo, la ville de Banfora. Est-ce qu'il y a des structures qui sont là pour pouvoir orienter les consommateurs? Pas à ma connaissance. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Parce que c'est vrai que je suis plus tourné vers l'international, mais à ma connaissance sur place, c'est peut-être plus simple de faire un déplacement, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut se déplacer pour aller, mais si vous recherchez, je me dis que vous allez trouver, ou si quelqu'un veut, bon, pourquoi pas, on peut commencer à faire à l'interne aussi, au niveau national, mais c'est vrai que ce genre de structure, c'est plus vers l'international, parce que le national, c'est plus facile à vérifier, il faut juste pas être négligent, on voit quelque chose et puis on envoie l'argent sans même prendre la peine de faire ces vérifications. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Maintenant, parlons de la place de la protection des données personnelles dans le processus d'achat en ligne. Comment est-ce que le consommateur peut-il avoir la certitude que ces données personnelles sont parfaitement protégées lors des opérations? Parce qu'il y a les cartes bancaires, il y aura il y a toutes ces informations personnelles. Le nom, prénom. Le nom et tout. Oui. Comment s'assurer que nos données sont protégées? Oui. Alors, pour s'assurer de la protection des données, c'est un peu compliqué, surtout si on reste dans le cadre local. Mais vous allez encore une fois de plus vous fier à la crédibilité de la structure avec laquelle vous faites la transaction. Si vous prenez les grands groupes internationaux, les marketplaces, vous savez qu'ils mettent en place en fait des mesures pour protéger leur site, leur base de données contre les piratages, les hackings. Mais quand vous êtes au niveau local, si vous prenez un vendeur sur Facebook, vous voyez une chaussure, vous dites que vous êtes intéressé. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais on vous demande certaines informations, peut-être votre CNIB pour remplir un formulaire ou vous faire la livraison. Vous ne pouvez pas être rassuré que la personne ne va pas partager ça ou utiliser ça à d'autres fins. Donc, en ce moment, vous devez, encore une fois, aller vers des structures qui sont crédibles, qui vont peut-être même vous faire signer en fait des engagements, comme quoi ils vont protéger vos données et prendre des mesures adéquates en arrière. Si vous prenez par exemple les cartes de crédit, les sites sur lesquels vous allez devoir entrer vos informations bancaires, vous devez vous assurer que ce sont des sites, c'est un peu technique, HTTPS, ça veut dire que toutes les informations que vous allez envoyer au site, c'est sécurisé. C'est vraiment seulement le site qui va recevoir. Il n'y aura pas quelqu'un qui peut intercepter ces informations. Mais après, comment est-ce que cette structure gère vos données? Elle ne partage pas et bon, elle n'est pas piratée. Là, en ce moment, vous devez vous tourner vers des structures qui sont plus établies et qui maîtrisent en fait le domaine. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes de consommateurs sur des expériences? On va commencer par des expériences négatives des consommateurs qui ont effectué des achats en ligne et ça s'est mal passé. Donc, je vais prendre l'exemple, il y en a pas mal, mais disons un exemple
On peut même aller jusqu'à 2. D'accord. Quelqu'un qui m'a approché, comme je dis, nous faisons des formations sur la plateforme Alibaba, et il m'a approché pour un coaching parce qu'il avait eu à faire un achat de véhicule, voilà, sur la plateforme. Et il a payé par Bitcoin, les crypto-monnaies, parce que lui, il faisait aussi du trading, donc il se trouvait qu'il avait des Bitcoins, pour payer son véhicule à une compagnie qui disait être aux États-Unis. Mais malheureusement, c'était une arnaque. Déjà, des véhicules, c'est pas recommandé d'acheter sur la plateforme Alibaba. Mais en plus de ça, la méthode de paiement qui a été utilisée et crypto-monnaie, généralement, ce sont des méthodes qui sont à éviter parce que c'est difficile après de retrouver la personne en arrière. Et donc, il a perdu quelque chose de 6 millions quand même. Voilà. Ouais, c'est considérable comme ça. Considérable. Et même, il y a eu un peu de négligence parce que quand vous regardez la facture qu'il a reçue, quand on faisait même le total des pourcentages à payer, parce que c'était des paiements par tranche, ça tombait sur 81% et pas 100%. Wow. Ouais, et donc, je dirais, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Il y a des procédures à suivre pour éviter ce genre de situation-là. Bon, il y a d'autres qui ont eu à faire des transactions. Souvent, c'est quoi? C'est le suivi avec le fournisseur. Donc, vous payez une avance. Après, pour avoir la marchandise, c'est compliqué. Vous écrivez au fournisseur, bon, il ne répond plus ou il est sur d'autres commandes. Ça peut arriver quand vous ne prenez pas la peine de faire un paiement par tranche. Donc, une commande à l'international comme ça, une grosse commande, vous payez 30% par exemple au début. Quand le fournisseur il termine, vous faites inspecter, vérifier la marchandise, vous payez les 70% restants. Si vous payez le tout dès le début, bon, même s'il est fiable, il est professionnel, il n'est plus trop motivé à terminer la commande. Effectivement. Voilà. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Est-ce que, en tant que structure, vous sensibilisez les consommateurs? Est-ce que vous avez des plateformes, des moments choisis pour pouvoir sensibiliser les vendeurs par rapport justement à tous les risques qu'il peut y avoir autour des achats en ligne? Ouais. Donc nous, il faut dire que nous sommes plus tournés vers le B2B, vers les entrepreneurs. Donc on offre des formations sur les achats en ligne. Régulièrement, on offre des formations en présentiel ici. Sinon, nous avons aussi des formations en ligne. Prochaine formation, nous avons même à Bobo, le 29 novembre. Après ça, à Ouaga, le 6 décembre. Et sinon, ceux qui sont intéressés aussi pour faire le voyage, carrément, on offre des voyages à faire. On part avec eux en Chine, bon, ceux qui sont à un autre niveau de business. Sinon, on fait aussi l'aide à la commande. Mais sinon, pour la partie accompagnement, on fait des coachings, on fait des formations, on fait le voyage d'affaires. Ok. Revenons encore sur les anecdotes, oui. Les anecdotes positives. Ok. Est-ce que je prends sur les achats en ligne ou... donc nous avions un client, quelqu'un qui nous a approché et il était intéressé en fait à faire l'acquisition, c'était des machines pour la soudure. Voilà, pour la soudure, c'était un soudeur. Et puisque il n'avait pas j'ai pas envie de dire les compétences, mais c'était difficile pour lui d'utiliser les outils, le téléphone, parler avec les fournisseurs et tout. Donc il partait sur Alibaba, il ouvrait l'application, il voit plein de prix, il voit des images. C'est quoi la différence? Comment faire pour identifier le fournisseur qui est bon, ou bien est-ce que le produit c'est la bonne taille? Il nous a approché justement pour l'aider à faire l'acquisition de ces machines-là. Et nous, on a pris le relais, voilà, parce que bon, c'est notre expertise. On a pu commander pour lui et puis bon, il a reçu sa marchandise, s'équiper convenablement. Parce que c'est pas seulement les achats en ligne, c'est pas seulement des commerçants, on va dire, qui achètent pour revendre. Parce que bon, il y a beaucoup qui pensent que c'est juste ça. Mais non, les gens aussi achètent en ligne pour s'équiper, pour mettre en place des usines, voilà. Donc il y a aussi une autre personne qui avait eu à faire, commencer à travailler avec un intermédiaire pour commander pas mal d'équipements pour mettre en place une usine de transformation de mangue. Et bon, après, il n'y a plus de communication, difficile de rentrer en possession de la marchandise. Ils ont fait appel à nous, puis bon, nous on a su comment faire pour décanter la situation, faire venir la marchandise, et puis bon, maintenant ils sont en plein lancement. Ok. Maintenant,
les achats en ligne sur le plan international, quelles sont les réalités par rapport au plan national? Quelles sont les réalités que vous vivez au quotidien? Ici, il faut dire que les achats en ligne sont très réseaux sociaux. Vous avez quelqu'un qui a sa page Facebook, il a sa page TikTok, crée du contenu, il vend. Contrairement à l'international où vous allez avoir plutôt des marketplaces comme Amazon qui est là, qui est très établi. Quand les gens partent là-bas, ils sont rassurés parce qu'ils savent qu'en cas de problème, la plateforme est là pour faire l'intermédiation. Ça, c'est très important. Donc, l'exemple tout à l'heure que je donnais de passer par une structure, là-bas, ça a été organisé autour de la marketplace comme Amazon. Donc, c'est ça la principale différence, je dirais, entre local et puis l'international. Ou à l'international, vous allez avoir les méthodes de paiement comme les cartes de crédit. Les gens sont très habitués à utiliser ça. Ils laissent les informations sur la plateforme. Quand quelqu'un veut quelque chose, il clique sur un bouton. L'adresse est déjà enregistrée. Ça va être livré chez lui. Ici, c'est pas comme ça. On commence à parler avec la personne, je veux ça, il envoie des images, on négocie, on dit je vais être livré à tel endroit. Bon, c'est Orange Money ou quoi? Non, je vais payer à la livraison. Ok, on donne un livreur, il amène, on nous appelle, là, c'est où? Bon, donc il y a quand même ces différences-là. Voilà. Je dirais qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour évoluer et atteindre le niveau des marketplaces à l'international. Et les infrastructures doivent être développées au niveau des paiements. C'est pas aussi fluide que là-bas. L'adressage, on ne peut pas juste mettre une adresse et on va venir livrer, déposer un colis. Je prends l'exemple de la Chine. Là-bas, il y a des livreurs partout. On commande tout en ligne. Si vraiment vous n'achetez pas en ligne, vous allez avoir du mal. Parce qu'il y a des choses même, vous allez penser que non, il faut aller au magasin. Là-bas, eux, ils font tout en ligne, la nourriture, l'épicerie, le marché. Et il y a la confiance. Donc, un colis, ils arrivent à l'adresse, ils déposent dehors, ils prennent la photo, ils partent. Personne ne va venir voler. Voilà. Bon, ici. Ça veut dire que c'est un système qui est établi depuis plusieurs années. Voilà, exact. Donc c'est bien enraciné. Exactement. Justement, maintenant, parlant aussi de ce que vous offrez comme formation, comment est-ce que facilement on pourrait obtenir, c'est-à-dire toutes les aptitudes qu'il faut? Parce qu'il faut aussi avoir ces aptitudes-là. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces aptitudes-là? Est-ce que juste suivre les formations suffiront? Alors, juste suivre les formations, ça ne suffira pas parce que comme je dis tout le temps à ceux qui viennent se former, il faut passer à l'action. Il y a l'expérience aussi. Forcément, être dans une communauté et avoir des gens avec qui vous pouvez poser des questions, discuter de certains cas, ça aide. Mais définitivement que ça commence par la formation. Il y a des gens, ils ne vont pas vouloir se former, aller acheter en ligne alors qu'ils veulent peut-être dépenser 1 million, 2 millions. Je prends des cas extrêmes. Par exemple, celui qui est allé acheter le véhicule, et qui s'est fait arnaquer sur plusieurs millions. Bon, c'était bon d'investir dans une formation pour éviter ce genre de situation. Mais voilà, au-delà de se former, c'est bon d'être justement dans une communauté, avoir des gens avec qui vous pouvez vous tourner pour poser des questions quand vous êtes dans certaines situations que vous n'avez pas encore rencontrées. Et donc, bon, c'est tout ça que nous, on essaie de faire en créant une communauté, tout le business en ligne, les achats à l'international. Et c'est pas juste le en ligne, mais il y a des rencontres aussi qu'on fait en présentiel. Et puis voilà, il y a des voyages qu'on organise vraiment pour élargir la vision aussi. Parce que oui, on se forme à utiliser une plateforme, mais il y a d'autres manières de faire à l'international. Si vous n'êtes pas là-bas, vous ne voyez pas. Vous ne pourrez pas saisir cela. Exactement. Okay. Parlant un peu de l'avenir des achats en ligne, si on essaye de se projeter un peu dans le futur, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourra atteindre ce niveau-là? Le niveau que nous voyons par exemple en Chine, est-ce que vous pensez que nous pourrons atteindre ce niveau? Je pense que oui. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Je ne sais pas parce qu'il y a justement l'infrastructure qui doit se développer. Ce n'est pas juste la motivation ou le désir des e-commerçants. Il y a aussi justement, je parlais tout à l'heure de l'adressage. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un projet en cours justement à Abidjan pour revoir l'adressage, faire de telle sorte que ce soit mieux organisé. Donc ça va faciliter encore plus les achats en ligne. Au niveau des paiements, nous avons le mobile money ici et on n'a pas besoin de passer par les paiements par carte. Quand vous prenez à la Chine, eux, ils sont un peu dans le mobile money, ils payent par des QR codes. Donc je pense qu'on a déjà les outils pour ça.
mais c'est peut-être dans les habitudes des consommateurs. Voilà, justement, ce sont les habitudes qu'il faut travailler. Il faut travailler, il faut qu'on adopte ça, il faut qu'on ait la confiance qu'on peut payer par Orange Money. Orange Money, on peut payer par QR code, mais même moi, je n'utilise pas. Vous voyez, parce que dans les endroits où vous ne voyez pas ça, peut-être c'est pas aussi rapide, il faut vous envoyer un code. Bon, ça aussi, on doit travailler là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec le temps, il y a des acteurs qui vont venir et mettre en place justement les outils nécessaires, parce que c'est plus facile pour les utilisateurs en réalité. Il y a certains articles, quand moi je voyage, je pars en Chine, les gens me demandent telle chose. Je ne vais pas regarder dans un marché, je ne vais pas regarder en ligne. Parce que là, rapidement, on peut voir partout dans la Chine, avec une image, on retrouve l'article. Mais si on doit sortir, tourner, même le temps même de partir, ça ne vaut pas la peine. Oui. Vous voyez. Maintenant, parlant aussi toujours l'international, comment est-ce qu'on peut envisager la confiance? Parce que vous avez dit qu'il faut forcément une confiance. Vous avez donné l'exemple de la Chine. Vous avez dit là-bas, la confiance, elle est vraiment bien implantée. On vient, on dépose un colis devant la porte, on fait juste une photo et on est sûr que personne ne viendra le voler. Exact. Et on est même sûr aussi que le vendeur aussi n'est pas un arnaqueur. Comment est-ce que nous, on peut arriver ici à vraiment implanter cette confiance? Bon, ça c'est une question. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Et est-ce que c'est au niveau qu'il faut travailler les mentalités? Oui, définitivement. Maintenant, est-ce qu'on va atteindre le niveau de la Chine? Peut-être pas. Peut-être pas. Oui, ça ne sera pas de sitôt. Voilà, parce qu'il y a même d'autres pays développés. On prend les États-Unis, le Canada, la France. Ils ne sont pas à ce niveau de, bon, je ne sais pas de civilité, parce qu'on vole plus de colis là-bas, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Mais quand même, on est habitué à venir laisser un colis devant la porte et il n'y a pas de problème. Donc, je pense que ici, il y a les mentalités aussi sur lesquels il faudra travailler. Et bon, c'est peut-être aussi lié au développement de manière générale. Mais je suis sûr qu'il y a des endroits, même, je sais pas, je vais dire, aux États-Unis, il y a des quartiers, sûrement, on ne peut pas faire ça. Donc, un dernier conseil aux consommateurs? Un dernier conseil, je dirais de prendre la peine de faire des achats en ligne, n'ayez pas si peur et travaillez avec des structures qui sont fiables. Je pense même nous, jusqu'à présent, il y a des gens, avec ce qu'ils voient sur les réseaux et tout, ils préfèrent quand même venir vers vous, venir vers parce nous qu'ils sont plus sûrs. Voilà, ils sont sûrs que voilà. C'est ça. Donc, oui, parce que nous avons l'expérience, donc ils viennent vers nous, mais même nous, ils vont venir physiquement parce que, bon, ils veulent voir quand même le produit et se rassurer que nous aussi, nous sommes vraiment là. Fiables. Nous sommes fiables. Donc, c'est bien, ce sont déjà de bonnes habitudes. Si vous avez des doutes, voilà, approcher les structures physiquement. Et il y a aussi, c'est bon de parler de la BCLCC, au cas où vous avez été arnaqué ou si vous avez eu des difficultés en ligne. C'est la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Oui. Alors, ils sont là. Il y a la semaine du numérique en ce moment. Ils sont même aussi à où vous pouvez les approcher. Donc, ils sont là en cas d'infraction. Parce que malheureusement, ce qui fait souvent que les arnaques, ça continue. Parce que les gens, ils n'en parlent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des structures comme ça où vous pouvez aller vous plaindre de telle sorte qu'on puisse retrouver la personne, voilà. Retrouver votre argent, et ça va aider en fait à réduire les crimes en ligne, voilà, les arnaques. C'est sur cette conclusion que prend fin cet entretien. Merci Farid Koné de nous avoir apporté votre analyse sur la thématique du jour et nous espérons vous retrouver une autre fois sur un autre sujet. Merci. Chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM, je vous rappelle que nous étions avec le directeur général de Crystal Solutions, spécialisé dans les achats en ligne et le sourcing international entre l'Afrique et l'Asie. Et en attendant un prochain échange avec lui, je vous souhaite de passer une agréable journée et que Dieu veille sur le Burkina Faso. Au revoir.